J'étudierai dans une première partie de mon exposé le point de départ de cette biographie, la rencontre de Pappus avec son initiateur. Cette transmission initiatique le conduira à créer une forme de martinisme et l'amènera à s'intéresser aux archives, dont celles de Willermoz, qui décideront de la publication d'un livre publié en 1895 qui s'intitule « Martinez de Pasquali, sa vie, ses pratiques magiques, son œuvre, ses disciples, suivi des catéchismes des élus Cohen d'après des documents entièrement inédits ». Dans un second temps de mon exposé, je détaillerai son ouvrage. Puis, dans une troisième partie, je parlerai des découvertes ultérieures à cette publication qui permettent de compléter cette première biographie de Martinez de Pasquali, que je désigne plus simplement, comme d'ailleurs Pappus le fait, sous le nom de Martinez. J'ai choisi ce plan compte tenu des autres interventions sur lesquelles je ne souhaite pas empiéter et qui compléteront la partie historique concernant Pappus, sa vie, son œuvre, ses amitiés. Il est entré dans l'usage de parler de martinésisme pour les adeptes de Martinez et de martinisme en référence à Saint-Martin. Et Saint-Martin lui-même utilise le mot martinisme pour évoquer des mouvements spiritualistes, initiatiques, voire théurgiques, inspirés par Martinez et par ses propres ouvrages. Le mot martinisme a un sens large, et Pappus l'a d'une certaine façon entendu ainsi lorsqu'on constate toutes les recherches qu'il a proposées aux martinistes. Il est bien dans la bonne interprétation de ce terme, qui est à la fois une lecture et une compréhension du monde, un état d'être et de réalisation. Donc j'aborde ma première partie, rencontre avec son initiateur et avec les archives de Willermoz. Cet initiateur a pour nom Henri Delage, il est né en 1825 et il décède en 1882. J'ai trouvé bien des informations intéressantes sur le vicomte Henri Jean-Baptiste Delage de Bellefay, mais comme je peux toutes les développer dans le temps imparti, je dirais simplement que c'est un chercheur aussi actif que Pappus. Déjà à 22 ans, il a publié le premier de ses livres, suivi chaque année d'un autre pendant 9 ans, où le martinisme est bien présent, puis une 10e publication l'année de sa mort. Pour exemple de sa pensée martiniste, je citerai simplement un passage de son livre « Le monde occulte ou mystère du magnétisme » qu'il a écrit à 26 ans. Le somnambulisme sera délaissé le jour où l'on connaîtra comment la religion reliait l'homme à Dieu. Le culte le civilisait, la tradition révélée lui expliquait sa nature, celle de Dieu et du monde. Sa nature, celle de Dieu et du monde, c'est clair, je n'insiste pas. Et j'ajoute qu'il se déclare sincèrement catholique. C'est un homme qui connaît tout Paris et que tout Paris connaît. Il a fait tourner les tables avec Victor Hugo, échangé avec Balzac sur Swedenborg, il est ami avec Gérard de Nerval et avec Adolphe d'Esbarol, comme l'est d'ailleurs Amélie de Boisse-Mortemart, l'initiatrice d'Augustin Chabozeau. Et il connaît très bien Jacques Mater, qui l'aide pour la réaction de son livre sur Saint-Martin, qui l'aide sur la partie de la doctrine du martinisme. Et il serait le nouveliste le mieux renseigné de Paris. Il est considéré aussi comme un mage, un homme qui a des pouvoirs. Il aurait le don d'ubiquité. Il inquiète même un peu avec son éternelle jeunesse. Il est en quelque sorte le comte de Saint-Germain du XIXe siècle. Il connaît et décrit toutes les formes d'initiation, dont celle de la franc-maçonnerie, où il est entré jeune. Dans sa famille maternelle et paternelle, tous les hommes ont été francs-maçons. Son grand-père paternel, Clément François Philippe Delage de Bellefay, fréquentait la loge des Amis réunis de Savalette de Lange, où il occupe une fonction en 1786. Et vous savez que Savalette de Lange, qui recevra les archives Cohen, dans son mouvement hérite annexé à sa loge, la Société des Philalèthes. Son père, Clément-Marie-Joseph Delage de Bellefay, est aussi franc-maçon. Et il connaît les écrits de Saint-Martin. Au moins, on a trouvé cette référence. Et son grand-père maternel, Jean-Antoine Chaptal, aurait connu, d'après Camille Flammarion, Saint-Martin, ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait possible. Par exemple, il a travaillé, publié avec l'abbé Rosier, un élu Cohen très convaincu de Lyon, où Saint-Martin se rend souvent entre 1773 et 1787. Mais qui a vraiment initié Delage ? Pappus nous oriente dans une direction, celle de Chaptal.
Delage n'a que 7 ans à la mort de Chaptal, son grand-père, mais il a un frère aîné, Léon, qui a déjà 13 ans et qui est plongé dans ce milieu maçonnique, et aussi très catholique par leur mère, Virginie Chaptal, qui incarne, pour son propre père, le sentiment religieux. Leur père, nous l'avons vu, est franc-maçon et au moins martiniste par ses lectures, et il vit jusqu'en 1862. Il a donc amplement le temps d'éduquer ses 2 garçons et de leur communiquer un héritage spirituel. A-t-il reçu une transmission initiatique par son beau-père ou par son propre père ? Plusieurs pistes sont possibles et vraisemblables, y compris celles en dehors du milieu familial. Compte tenu de ce résumé très succinct sur Henri Delage, Papus a toutes les chances d'avoir reçu d'autres informations sur le martinisme qu'un pauvre dépôt se composant uniquement de 2 lettres et de quelques points. Rappelons-nous ce qu'il dit à propos de son initiateur. Delage poussa le respect du secret jusqu'à ne point parler de l'origine de son initiation dans ses livres, et c'est à ses intimes qu'il se plaisait à parler à cœur ouvert du martinisme. Que Papus ait adopté la conduite de son initiateur est chose tout à fait possible. Voilà donc Papus en possession d'une transmission initiatique dont il comprend toute l'importance, et il cherche assez rapidement à la transmettre et forme des groupes martinistes, puis il crée une revue, l'Initiation. L'année suivante, il échange son initiation avec Augustin Chaboseau, ce qui le conforte dans la qualité et la valeur de cette transmission. Puis il crée le groupe indépendant d'études ésotériques et où il choisit ceux qu'il considère comme pouvant devenir martinistes. Il s'ensuit une période de grand développement du mouvement martiniste, officiellement constitué à ce moment-là. Découverte des archives de Villermoz. Dans ce mouvement d'extension très rapide, des loges sont créées dans de nombreuses villes de France et à l'étranger. Une loge est créée à Lyon en 1892. Un ami de Papus apprend que des archives ont été proposées à un libraire bouquiniste de cette ville. Il comprend aussitôt l'intérêt de ces documents, il en achète une partie et il avertit Papus qui se rend dans les plus brefs délais à Lyon et qui réalise l'importance de ces archives. Je cite, « Ces archives qui permettent, écrit-il, de jeter une lumière décisive sur l'histoire de l'illuminisme en France au XVIIIe siècle. » Un reproche a été fait à Papus. Il ne signale pas une publication en cours d'archives venant de la même source et publiées par fascicule. Mais ce sont d'autres archives qui ne concernent pas directement le martinisme de Papus. Son ami a su choisir, et bien choisir, parmi les nombreuses archives en vente, celles qui pouvaient intéresser Papus, c'est-à-dire celles venant de Saint-Martin, de Martinès et de son ordre, ainsi que des élus Cohen connus comme Villermoz et l'abbé Fournier. Après étude de ces archives, Papus décide de préparer 3 ouvrages. Un sur Martinès, un sur Saint-Martin, et enfin le 3e sur Villermoz, et les archives concernant le convent de Wilhelmsbad. Je passe à ma 2e partie, l'ouvrage de Papus que je vais détailler. Bien que Papus ait peu de doutes, il commence par essayer de vérifier des données, des faits cités dans cette correspondance, permettant d'en confirmer l'authenticité. Martinès annonce son mariage à Villermoz. Pas de traces à Bordeaux, répond l'archiviste. Puis c'est l'annonce de la naissance d'un enfant. Et cette fois, Papus reçoit la copie de l'acte de baptême. Les lettres sont donc authentifiées. Les recherches à Bordeaux ne se feront que beaucoup plus tard. D'abord, c'est René de Brimont, dans les années 1930, qui, à la suite de ses recherches, publie « Belle Rose », un roman bien documenté qui vient d'être réédité, puis des chercheurs bordelais qui décideront en 1989 de se réunir en Société Martinès de Pascali, société qui existe toujours et qui édite un bulletin annuel, et enfin mon propre Martinès de Pasquali qui a été publié en 2011. Papus se met au travail, un travail suivi puisqu'il transcrit les lettres de Martinès à Villermoz et rédige son livre en 4 mois, entre juillet et octobre 1893. C'est un gros travail qu'il réalise là, car il faut déchiffrer l'écriture du maître des élus Cohen. Non point qu'elle soit difficile à lire, mais elle est phonétique. Il faut souvent lire à haute voix pour comprendre ce qui est écrit. Cette lecture permet d'ailleurs de se rendre compte que Martinès, malgré son orthographe déplorable, a une bonne maîtrise de la langue française. Papus décide ensuite non point de publier l'intégralité des lettres de Martinès, mais de publier les passages,
des 28 lettres adressées à Willermoz concernant 3 thèmes: la vie de Martinez, sa doctrine, son œuvre. Alors, je commence par le premier thème choisi par Papus, la vie de Martinez de Pasquali. Comment commencer cette biographie a dû se demander Papus à partir des seules lettres adressées à Willermoz. Plutôt que de faire des hypothèses, après quelques pages d'introduction où il énumère la liste des archives acquises et leurs détenteurs successifs d'après ses sources, Papus fait le choix de commencer ainsi son livre. Martinez arrive à Bordeaux vers le mois de mai 1767. Ce choix de commencer ainsi la biographie est critiquable, certes, et il a été critiqué. Moi, je le trouve honnête. Il apporte ainsi aux martinistes des documents inédits sur le premier maître de Saint-Martin. Il donne chair à un personnage important pour le martinisme sur lequel on ne savait quasiment rien, et Papus est manifestement heureux de faire connaître rapidement toute la richesse de ses archives qui sont une vraie manne d'informations. Alors, il publie sa découverte telle qu'elle se présente. Elle commence en 1767 avec le retour de Martinez à Bordeaux et se termine en 1779 par la lettre de sa veuve qui annonce son remariage. Le reproche que l'on peut faire à Papus est de ne pas avoir expliqué son choix et ses raisons dans son introduction. Par chance, Willermoz écrit très souvent à Martinez et il reçoit des réponses complètes à ses demandes. De plus, Martinez donne des informations sur la vie quotidienne à Bordeaux, sur lui-même. Martinez guérisseur, écrit Papus, sur son ordre, ses émules et leurs résultats dans le travail théurgique. Le maître et son ordre prennent enfin réalité. Le second volet du livre de Papus s'intitule « Pratique magique, doctrine au pluriel de Martinez de Pasquali ». Papus prend d'abord soin de donner quelques éclaircissements complémentaires, c'est sa formule, avant de présenter les extraits des lettres abordant ce sujet. Et pour ce faire, il s'appuie sur le livre de Jacques Mater ainsi que sur celui d'Adolphe Franck, La philosophie mystique en France à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Martin et Martinez Pasqualis. Papus trace d'abord une présentation générale sur l'illuminisme et le développement des facultés transcendantales, transformant l'adepte et lui permettant d'entrer en communication avec le monde invisible, mais il ne cache pas sa surprise dans ses découvertes sur l'ordre de Martinez. Il souligne par exemple avec insistance l'importance des luminaires dans les cérémonies Cohen. Il constate aussi que Martinez a apporté des modifications à la magie cérémonielle classique que lui-même a décrite dans son traité élémentaire de magie pratique. Il souligne enfin les passages des lettres qui décrivent avec précision le rituel préparant aux visions et il conclut. Ainsi, voici de très curieux détails sur ce rituel martiniste qu'on connaissait jusqu'à présent si mal dans le monde profane. Il résume, fort bien à mon avis, la pratique de chez Martinez qui comprenait, explique-t-il, 2 parties. Le travail ou opération magique destinée à faire naître les visions et l'interprétation de ces visions, la clé des symboles employés par le monde invisible pour communiquer avec l'initié. Papus, en biographe critique, se pose la question de l'existence de ces visions. Il trouve la réponse dans le livre de Franck, qui les atteste par les témoignages qu'il a retrouvés de Saint-Martin dans les lettres de Saint-Martin et dans le livre de l'abbé Fournier. Ensuite, il résume la doctrine de Martinez sur la chute et le rôle de l'homme, agent divin de la réintégration universelle, y compris la réintégration de l'être pervers. Dans l'une de ses lettres, Martinez explique que l'homme n'a été émané pour être toujours en aspect du mauvais démon, pour le contenir et le combattre, et il donne, comme illustration à sa théorie, la main et ses 5 doigts inégaux. Papus fait alors le rapprochement avec l'enseignement donné en Chine, qu'il décrit dans son traité méthodique de sciences occultes. Cet enseignement, c'est le triangle mystique. Je relève cette remarque parce que lorsque Martinez dit qu'il a rencontré des Chinois, excepté l'expression d'homme véritable lié au taoïsme, rien dans sa doctrine ne semblait éclairer cette affirmation. Or, je note que Papus souligne qu'il s'agit du même enseignement. Papus rapproche aussi Martinez de Vronsky dans leur conception commune du problème du mal. L'un et l'autre considèrent que la possibilité du mal n'a jamais existé dans le Créateur.
Il faut reconnaître à Pappus une grande connaissance encyclopédique qui lui permet de faire des liens et des rapprochements entre les auteurs et leur théorie. Puis Pappus relève les passages des lettres qui décrivent le travail d'équinoxe d'automne, depuis les préparatifs jusqu'à la soirée dans l'oratoire, que Martinez doit totalement détailler, puisque Pappus est à Lyon, et seul est le Cohen dans cette région. 2 ans plus tard, il donne des renseignements complémentaires pour l'équinoxe de printemps. Pappus s'inquiète de savoir si Villermoz a finalement eu des manifestations du plan angélique, manifestations que Martinez désigne sous le nom de la chose. Et il en cherche trace dans la correspondance de Villermoz et de Saint-Martin entre 1771 et 1790 qu'il possède aussi. Selon ses recherches, Villermoz a obtenu des phénomènes de la plus haute importance qui atteignent leur apogée en 1785. En fin de ce chapitre 2, sur les pratiques magiques, Pappus résume fort bien la doctrine de Martinez et sa méthode pour mettre cette doctrine en action. Mais je ne puis dans le temps imparti m'y attarder. 3e partie de l'œuvre de Pappus, l'œuvre de réalisation de Martinez. Comme pour les précédents chapitres, Pappus ouvre ce 3e chapitre par des informations générales sur les sociétés secrètes et leurs principes, après avoir souligné un point qui me paraît important, minimisé parfois. Martinez, je cite Pappus, « l'initié va créer ce mouvement d'idées principiatrices ». Principiatrice. Un adjectif peut être créé par Pappus à partir du mot princeps, mais c'est un mot que l'on entend très bien, qui a un sens très dense. On pense à fondatrice, mais il faut aller au-delà. Ce sont des idées qui vont fonder tout son mouvement, un mouvement promis à un avenir, car ce sont des idées forces, des idées venant de l'essentiel, du principe primordial, et donc actives, opérantes. Et il ajoute, nous comprendrons le but poursuivi par Martinez dans la constitution de ces groupes d'élus Cohen qui vont lutter partout contre le matérialisme des loges, athées et privées de toute tradition. Après la fin de l'ordre décrété en 1781, Pappus a bien noté que les élus Cohen continuent à diffuser les idées de Martinez dans les loges où ils sont entrés, et certains ont eu un rôle important au moment de la création du Grand Orient. Sans oublier bien sûr les écrits de Saint-Martin diffusant les idées de Martinez et les siennes propres, ainsi que sa participation active dans les salons où il s'est présenté l'illuminisme. Pour Pappus, les sociétés secrètes donnent de façon générale, je cite, « l'impulsion primordiale aux masses sociales ». Il donne des exemples et il approfondit la société secrète à l'époque de la Révolution en citant un livre récemment paru de 2 francs-maçons, Louis Amiable et Jean-Claude Colfavru. Pappus présente la situation maçonnique en France en 1785, gérée par, je cite, 3 grandes associations secrètes, le Grand Orient, le chapitre général des grades et les loges martinistes. Pourquoi choisit-il 1785 ? Je vois 2 raisons possibles. C'est la date du convent de Paris, présidé par Savalette de Lange, qui a recueilli les archives Cohen. C'est aussi, comme nous l'avons vu, la date des résultats des contacts avec la chose obtenue par Villermoz. Entrant dans le détail de chacune des associations, il décrit la création du Grand Orient. Il semble suivre l'exposé d'Amiable et souligne le rôle important de la franc-maçonnerie sur la Révolution et auparavant sur l'encyclopédie par l'aide financière apportée par les francs-maçons pour en permettre l'édition. Puis il cite tous les passages des lettres qui montrent l'extension de l'ordre des élus Cohen en France et outre-mer, son organisation à Paris et à Bordeaux, l'arrivée des nouveaux membres, l'envoi progressif des grades et des statuts dans les différents temples. Les dernières lettres venant de Saint-Domingue soulignent les difficultés, mais aussi le désir de Martinez de maintenir et de continuer l'ordre des élus Cohen. Pappus établit ensuite un tableau, et c'est une liste, la première liste d'élus Cohen, plus de 40 noms, et il termine sur une courte conclusion. Il rappelle le certificat de catholicité de Martinez et le baptême de son fils, alors que jusque-là, le maître de l'ordre des élus Cohen était considéré comme un Israélite portugais. Il cherche à savoir ce qu'est devenu l'œuvre de Martinez et il trouve dans une lettre de Villermoz que la loge du Centre des Amis, qui est à Paris, est dans les années 1810 une pépinière de l'ordre et que la transmission des initiations a perduré. En appendice
au livre, il donne 6 catéchismes des élus Cohen qui ont été aussi achetés. Je passe à ma troisième partie que je complète maintenant, le livre de Papus. Voyons d'abord quelques erreurs à rectifier, mais je me limite à celles qui concernent Martinez et son ordre, sans reprendre en détail les 3 introductions de Papus, puis je compléterai la biographie. Je vois 2 erreurs. D'abord sur le nom de Martinez. Certes, dans les signatures apposées aux lettres adressées à Villermoz, Martinez signe avec une certaine constance, ce qui permet à Papus d'être dans la certitude sur le nom du maître des élus Cohen. Mais encore dans les derniers jours de sa présence à Bordeaux, il signe « Don Martinet, E.T. de Pasquali, de la Tour », ce qui est tout de même curieux. Le nom complet, qu'il n'utilise jamais ainsi d'ailleurs et qu'il écrit avec des variantes de choix et de nom ou d'orthographe, est Jacques de Lioron, de la Tour, de la Case, Joachim, Don Martinez de Pasquali. La seconde erreur porte sur le décodage de Papus du R majuscule suivi d'une croix. Il n'envisage que Rose-Croix. Il n'a pas vu par ailleurs le titre Réau-Croix. Il associe donc ce grade à celui de Rose-Croix de la franc-maçonnerie et il l'associe aussi aux Rose-Croix eux-mêmes. Sans que ce soit une erreur, je remarque qu'il n'a pas soulevé le problème de la réception des femmes dans l'ordre de Martinez. Il avait pourtant 2 noms dans les courriers, Mademoiselle de Chevrier, qui est maître Cohen, et la sœur de Villermoz. Sur les pratiques magiques et l'œuvre de réalisation, Papus a assez d'éléments pour se faire une idée de l'ordre, et il arrive fort bien à mon avis, je n'y reviens pas. En ce qui concerne la vie de Martinez, Papus, partant des lettres, présente une vie relativement simple et claire, la vie d'un fondateur d'un ordre occupé par ses responsabilités, préoccupé aussi par ses conditions financières et par les problèmes familiaux qu'il ne cache pas à Villermoz. Il présente aussi un homme soucieux de son indépendance, refusant d'être aidé financièrement par ses disciples et choisissant de partir à Saint-Domingue recueillir un héritage pour régler ses problèmes financiers. Nous pouvons ajouter quelques informations générales et rapides qui montrent que cette vie n'est pas si simple et limpide qu'elle paraît dans cette correspondance. Martinez a en sa possession une patente et l'âge du fils de Don Martinez Pasquali, le père, indiqué sur la patente, ne correspond pas à l'âge de celui qui la détient. Il y a entre 15 et 17 ans d'écart. Certains pensent que cette patente est un faux. C'est certes possible, mais pour Martinez lui-même, c'est à l'évidence un document authentique. Il se sent investi d'une mission par la possession de cette patente, la mission d'une franc-maçonnerie spiritualiste catholique, en relation certainement avec les partisans des Stuarts, nombreux en France, en Avignon et en Italie. Comment cette patente est-elle en sa possession ? De multiples hypothèses sont possibles, je ne les énumérerai pas ici, mais nous continuons à explorer les diverses pistes. Les chercheurs ont bien complété la vie de Martinez depuis son arrivée dans le milieu maçonnique vers les années 1754, mais moins sur la période qui précède, sinon une courte carrière militaire dans sa jeunesse, et une période d'éloignement, d'exil, à la suite d'un duel où il aurait tué son adversaire. En ce qui concerne son départ à Saint-Domingue, l'héritage n'est pas pour lui, mais pour une parente de son épouse, et il aura la moitié de ce qu'il pourra recouvrer. Cet héritage est certainement le prétexte de quitter Bordeaux à un moment difficile où un procès se prépare, suite à la dénonciation par un élu Cohen d'un franc-maçon aussi mystérieux que Martinez quant à son passé, pratiquant l'alchimie, la transmutation des métaux, les soins et surtout les demandes d'argent. Ce marquis de la Baume sera soutenu par des francs-maçons pour plusieurs raisons, dont celle d'impliquer et de salir Martinez, qui ne se sentant plus soutenu et protégé comme il a été à d'autres moments de sa vie bordelaise, préfère s'éloigner le temps du procès. En fait, à Saint-Domingue, il n'arrive ni à régler le problème d'héritage, ni à trouver des aides financières, des solutions financières pour lui, ni à y maintenir l'expansion de l'ordre. Le climat pénible de l'île finit par l'atteindre, il tombe malade et il y meurt sans être revenu en France. Mais comme le souligne Papus, la formation qu'il avait donnée à ses émules répand une dimension spiritualiste dans les loges qu'il fréquente après la fin de l'ordre des élus Cohen, dimension que l'on appelle avec raison l'illuminisme à la française, et en particulier, 3 de ses élèves continueront à leur façon son œuvre et créeront une suite à l'ordre en partant de leur compréhension du message de Martinez.
l'abbé Fournier en Angleterre, Villermoz à Lyon et Saint-Martin. Ça sera par ses écrits et par les relations personnelles qu'il saura transmettre et bien transmettre la doctrine de Martinès de Pascoli. Je vous remercie de votre attention.